Ce tutoriel fait suite à celui qui illustre les postulats de la mécanique quantique concernant la mesure de la position ou de l'énergie d'une particule à un instant donné. Nous allons voir maintenant ce qu'il advient au cours du temps. Avec ce premier CDF, nous allons d'abord discuter la mesure de la position lorsque le système est dans un état propre ou dans un état superposé. Le CDF reprend le modèle d'une particule piégée entre deux barrières de potentiel impénétrables en x égale 0 et en x égale 1. À gauche et au milieu sont représentés deux états propres, l'état fondamental et le premier état excité. Les courbes sont représentées en rouge. Ces fonctions sont des fonctions sinus qui s'annulent en x égale 0 et en x égale 1. Ce sont les seules fonctions acceptables de ce modèle. À droite, nous avons un exemple d'état superposé, une combinaison linéaire des deux fonctions précédentes avec des coefficients égaux. Il est aisé de comprendre que la somme de la fonction φ1 et de la fonction φ2 donne ce profil dissymétrique avec une partie positive bien plus grande que la partie négative. Les courbes vertes sont les modules au carré des fonctions d'onde, autrement dit les densités de probabilité de localisation de la particule. Avec le bouton N, nous pouvons voir ce que deviennent les fonctions d'onde et les modules au carré après N intervalles de temps delta t. La valeur de cet intervalle sera discutée tout à l'heure. Nous pouvons voir les évolutions de manière continue. Les fonctions d'onde deviennent complexes, les parties réelles sont les courbes rouges, les parties imaginaires sont représentées en bleu. Manifestement, les modules au carré des fonctions d'onde restent indépendants du temps lorsque le système est décrit par une fonction propre. En revanche, le module au carré de la combinaison linéaire, donc de l'état superposé, évolue au cours du temps. On voit le maximum de la densité de probabilité se déplacer de gauche à droite de manière périodique. Je vous propose d'expliquer maintenant brièvement l'origine de ces comportements. Les fonctions d'onde sont solutions de l'équation de Schrödinger dépendant du temps qui est écrite ici pour le modèle sélectionné. Dans le cas des fonctions propres, la dépendance temporelle prend cette expression. On retrouve la fonction propre à un instant donné, que nous appellerons t égale à 0, multipliée par un facteur de phase complexe qui contient l'énergie propre correspondante. En exprimant les exponentielles complexes à partir des fonctions trigonométriques, on voit que les parties réelles évoluent avec une fonction en cosinus, tandis que les parties imaginaires évoluent avec la fonction sinus. Si l'on prend le module au carré de ces fonctions, le facteur de phase disparaît complètement et l'on justifie que les densités de probabilité deviennent indépendantes du temps. Si nous regardons l'évolution qui est manifestement périodique, la période est en fait donnée par 2πh bar divisé par l'énergie propre de chaque état propre. Donc, dans le premier cas, nous aurons E1, dans le deuxième cas, nous aurons E2 qui est égal à 4 fois E1, de sorte que la période sera 4 fois plus courte. Dans cette application, l'intervalle de temps a été choisi comme 1/60e de la période de l'état fondamental. Si je regarde donc de manière plus lente ce qu'il advient pour les premiers intervalles,
Après 15 intervalles de temps, on a intérêt à regarder ce qui se passe aussi pour la fonction π2. Après cet intervalle de temps, la première fonction a effectué un quart de sa période, alors que la deuxième fonction a déjà réalisé une évolution complète. Si je m'arrête à n égale 30, la première fonction sera à la demi-période, la deuxième aura fait 2 oscillations, et donc pour n égale 60, la première fonction a fait son évolution complète, alors que la deuxième en a déjà fait 4. Si nous nous intéressons maintenant à l'état superposé, en prenant le modulo carré de la combinaison linéaire, on voit que chacune a un facteur de phase qui dépend de son énergie propre, donc les facteurs de phase sont différents et le modulo carré ne fait plus disparaître la dépendance temporelle, ce qui explique que cette fois, la densité de probabilité va évoluer au cours du temps. Alors, dans ce cas, la période des oscillations que nous avons observée va dépendre de la différence des énergies. Comme E2 est égal à 4 fois E1 dans l'exemple choisi, la période va en fait être égale à T1 divisé par 3. Nous pouvons le vérifier en reprenant l'évolution. Et si nous arrêtons à n égale 20, nous devons retrouver le profil initial, qui est représenté en tiret. Donc, en effet, pour n égale 20, la fonction redevient égale à elle-même. Ce sera pareil pour n égale 40 ou pour n égale 60. Pour discuter l'évolution temporelle des résultats de mesure de l'énergie de la particule, nous allons reprendre le modèle déjà utilisé dans le tutoriel précédent, où la largeur du piège est subitement doublée. En jouant sur le bouton N, nous pourrions la tripler ou la quadrupler. Je vais prendre le cas où la largeur est doublée. En variant le nombre quantique J, nous pouvons sélectionner différents états propres du piège initial. En prenant J égale 1, nous considérons l'état fondamental et la fonction d'onde est représentée en rouge. Cette fonction n'est pas un état stationnaire du nouveau piège. Il s'agit d'un état superposé ou d'une combinaison linéaire des fonctions propres du nouveau système avec des coefficients dont la valeur est représentée sur l'histogramme de gauche. Nous allons appeler t égale 0, ou instant initial, le moment où la largeur est doublée de manière très rapide. Si à cet instant on mesure l'énergie de la particule, nous avons vu que les résultats de mesure sont les énergies propres du grand piège et elles apparaissent avec une probabilité qui est donnée par le modulo carré des coefficients. L'histogramme de ces probabilités de résultats de mesure est donné dans l'histogramme de droite. Qu'en est-il à un instant ultérieur? La fonction d'onde, solution de l'équation de Schrödinger dépendant du temps, s'obtient aisément en multipliant chaque fonction propre du grand piège par un facteur de phase qui est une exponentielle complexe contenant l'énergie propre correspondante. Autrement dit, pour tout temps, le coefficient de la combinaison linéaire devient le coefficient initial multiplié par ce facteur de phase. Si l'on considère le modulo carré de ce coefficient, on voit que en tout temps, le facteur de phase disparaît puisque le modulo carré de l'exponentielle complexe est égal à 1. Autrement dit, la probabilité d'obtenir l'énergie propre numéro n lors d'une mesure de l'énergie est complètement indépendante du temps.
L'histogramme donnant les probabilités des résultats de mesure reste inchangé au cours du temps et forcément il en est de même de la valeur moyenne de l'énergie et de la dispersion des résultats de mesure. Avec ce troisième CDF, nous allons maintenant confirmer que la probabilité de localisation de la particule n'est pas du tout constante, contrairement à ce qu'il se passe pour les probabilités d'obtenir les énergies propres lors d'une mesure. Ce CDF permet de voir comment évolue au cours du temps la fonction d'onde et le modulo carré de cette dernière. Si à l'instant initial, on mesure la position de la particule, le modulo carré représenté en bleu nous donne la densité de probabilité de localisation et le maximum est ici au centre du piège initial, autrement dit à gauche du grand piège. En cliquant sur la flèche, nous voyons l'évolution en continu de la fonction d'onde et du modulo carré. La partie réelle de la fonction d'onde est représentée en rouge et la partie imaginaire en vert. Si besoin, nous pouvons ralentir la visualisation avec ce bouton. On voit que la densité de probabilité évolue au cours du temps, comme nous l'avons déjà vu dans le premier exemple avec le premier CDF. La fonction d'onde évolue et reprend périodiquement sa valeur initiale. Ici, le paramètre t va nous donner une fraction de la période, c'est-à-dire du temps au bout duquel la fonction d'onde va reprendre sa valeur initiale. Cette période est ici de 16 sur pi, ce que j'expliquerai dans un instant. Donc, en faisant variété, nous pouvons voir ce qui se passe à différentes fractions de la période. Par exemple, autour de 0,25, nous sommes au quart de la période. La probabilité est délocalisée sur tout le piège. À la moitié de la période, nous sommes pour t de l'ordre de 0,5. Voilà. Et à ce moment, le maximum de probabilité de localisation se trouve cette fois à la droite du piège. Et pour t égale 1, tout est revenu dans la situation initiale. Pour expliquer la valeur de la période que nous avons ici, on peut encore l'appeler le temps de renaissance, nous allons regarder l'expression de la fonction d'onde. On comprend aisément que la fonction d'onde va reprendre exactement la valeur initiale chaque fois que les facteurs de phase seront simultanément égaux à 1. En utilisant l'expression des valeurs propres du grand piège, comme n au carré est un nombre entier, les phases vaudront 1 si la période, que j'ai appelée ici tau, est telle que l'argument de l'exponentielle contient un nombre entier de fois 2π. Cela nous conduit à l'expression suivante, et comme dans cette prédication, tout est exprimé en unité atomique, la masse vaut 1, la largeur, qui est la largeur du piège initial, vaut 1 et h bar vaut 1. On trouve donc bien la valeur 16 sur pi qui était indiquée. Donc en résumé, nous avons dans ce tutoriel illustré que la densité de probabilité de localisation de la particule évolue au cours du temps si le système est préparé dans un état superposé, qui est un état non stationnaire, mais la probabilité des résultats de mesure de l'énergie ne varie pas. Je vous remercie de votre attention.